Et bonjour, aujourd'hui, on est en live à nouveau dans ce podcast Run Your Life avec Elsa qui se présentera. Et on voulait aborder toutes les deux une problématique qui est spécifique, qui est le déficit calorique chez les adolescents sportifs, bien entendu. On ne parlera pas des autres qui ont d'autres problématiques. Mais voilà, avec Elsa, on s'est dit qu'on allait allier nos forces et nos expériences chacune dans notre scope de pratique. Moi qui suis plus sur les sportifs et sur l'accompagnement nutri et micronutritionnel sur certains pans. Et Elsa, qui a aussi des spécialités, elle va pouvoir vous le dire juste après. Et voilà, on voulait faire un échange de tous nos cas pratiques, des choses qu'on voyait au quotidien et de pouvoir les résoudre ou en parler de manière plus approfondie en fait via ce podcast. Bonjour Elsa, ça va? Bonjour Myriam, ouais, ça va super bien, merci. Est-ce que tu peux te présenter? Et oui, alors, Myriam et moi, on se connaît parce que Myriam m'a formée en nutrition du sport où j'ai découvert plein de choses inédites pour moi et mon bagage à moi de praticienne. Moi, je suis kiné de formation initiale, je travaillais comme kiné du sport, quelques années au début de ma carrière et puis, doucement, je me suis orientée vers la pratique, plus holistique autour de la nutrition. J'ai fait un DU de micronutrition et aujourd'hui, mon activité, c'est praticienne en micronutrition. Donc j'accompagne, des personnes, en consultation autour de la santé fonctionnelle et mon orientation particulière, c'est l'hormono. Donc voilà, je vis, hormones tous les jours. J'accompagne, surtout des femmes, mais aussi des hommes, c'est possible, des ados aussi. Et je forme aussi d'autres praticiens et j'ai des groupes de pratique dans lesquels j'ai des praticiennes qui veulent, améliorer leur pratique en hormonaux et c'est aussi comme ça que je me retrouve avec plein de problématiques, soulevées, pour lesquelles, ton approche à toi, ton regard sur, le côté nutritionnel plus macro, hem, voilà cette approche-là qui est, différente qui nous permet de dézoomer un petit peu de notre approche trop biochimique, ça m'a vraiment permis d'apporter, une vision complémentaire et hyper efficace sur ces consultations-là. L'avantage et donc du coup, on s'est rencontrés à travers, tout ce qui est cette partie, holistique et le travail en micronutrition. On a partagé des formations en commun, que moi j'ai pas autant approfondies. Moi, j'ai fait aussi, l'hormono, et d'autres, choses sur, le SIBO et cetera. Mais du coup, c'est à travers toutes ces problématiques qu'on constate et sur lesquelles on se forme, à chaque fois, qu'on s'est rencontrés et qu'on s'est dit qu'on allait allier nos forces pour pouvoir répondre plus précisément avec des expériences qui étaient différentes, mais qui se rencontraient à la fin pour donner encore plus de force dans ce qu'on va, proposer. Et donc, aujourd'hui, je pense que cette problématique, elle est intéressante parce que, moi, je l'ai vécue, en tant qu'ancienne sportive de niveau, mais surtout, on le rencontre de manière assez récurrente, qui est donc le déficit énergétique chez les adolescents sportifs. Et toi, récemment, tu as eu un cas spécifique. Est-ce que tu peux en parler? Ouais, alors c'est ce cas-là qui m'a amené à te poser la question et puis c'est pour ça qu'on a décidé d'en faire le premier sujet, du podcast. J'ai eu le cas d'une jeune fille, c'est la maman qui m'a consultée. J'ai même pas vu la jeune fille, je vais la voir au prochain rendez-vous. Parce que sa maman, s'inquiète parce qu'elle fait beaucoup d'acné. Elle a 14-15 ans. Donc je l'ai pas vue. Alors, j'ai pas d'avis, spécifique, visuel, mais la maman s'inquiète beaucoup et puis ce qui est assez spécifique et c'est le truc qui a fait tilt quand je t'en ai parlé, c'est que la maman, elle est naturopathe et elle est super bien formée, elle est super calée, elle a plein de compétences, plein de savoirs, elle cuisine bien, elle mange des trucs sains, mais elle avait pas du tout envisagé que le problème hormonal de sa fille pouvait venir d'un déficit calorique. Et moi, au bout de 10-15 minutes d'entretien, j'ai assez vite évalué que ça devait certainement être ça le problème Mmh. parce que, au milieu de tout le reste, j'ai éliminé plein d'autres problématiques, plein d'autres hypothèses et puis entre-temps, je lui ai demandé de faire de la biologie au niveau hormonal. Moi, c'est ce que je fais, hein. J'ai vraiment une approche qui est très, pointue sur le côté chimique des hormones. Donc, je lui ai demandé ça parce que c'est bien beau de faire des hypothèses, après il faut vérifier et effectivement, tous ces résultats, aussi bien au niveau métabolique que hormonal, viennent valider cette hypothèse que cette gamine, elle est tout simplement en déficit calorique et sa maman, en fait, j'ai vu que ça l'a confrontée un peu parce qu'elle avait pas du tout pensé à ça. Pourtant, elle connaît la théorie, on l'a tous vu en cours, et elle voit pas du tout dans la pratique comment elle peut,
rentrer dans les clous des besoins caloriques de son enfant. Donc Ouais. la problématique, c'est en fait de se confronter entre nos habitudes de maman, de 40 ans, 45 ans, même sportive. La maman, pour le coup, elle est sportive, je la connais bien, et des ados qui ont 20 ans de moins que nous et qui ont pas les mêmes besoins, en fait. Ouais et ça, moi, je le vois et c'est une problématique qui est assez récurrente chez les personnes qui sont trop informées, au niveau santé, même trop nutritionnellement parlant, informées et il y a autre chose, ben, déjà, je pense qu'on va aborder cette problématique directement, mais avant, il faut qu'on fasse un topo sur, ce qui se passe, à la ménarche. Parce que oui, l'acné, c'est quelque chose qui est entre guillemets «normal». Les douleurs, par exemple, chez, les filles qui commencent à être réglées à ce moment-là, c'est aussi assez normal. Alors on peut accompagner, mais en fait, la ménarche est quand même une période spécifique, dans la vie d'un adolescent, d'une adolescente, parce que du coup, là, pour le coup, c'est ce cas-là, mais aussi parce qu'il y a d'autres problématiques de douleur qui viennent, s'embrancher là-dedans, beaucoup plus fortes qu'un garçon et donc expliquer que déjà cette période-là, dans la transition de vie de femme est très compliquée. Est-ce que toi tu peux, en parler un petit peu plus? Ouais, en fait, c'est intéressant parce que c'est vraiment ce parallèle, finalement, ça dépend à quel âge on a fait nos enfants, mais globalement, ce qui se passe généralement, c'est que quand les mamans ont 45 ans, en gros, elles sont en périménopause, elles sont en transition hormonale, leurs enfants, leurs filles sont en transition hormonale aussi. Alors oui, OK, les garçons aussi, mais pour, simplifier, on va parler surtout des filles parce que la puberté chez la fille, c'est un peu plus complexe. Oui, Donc, en fait, il y a un peu ce truc qui se rencontre de transition hormonale à la fois chez la maman et chez la fille et on parle pas de la même chose. Donc, la puberté, la ménarche, chez la jeune fille, bah, c'est la mise en route de son fonctionnement ovarien et il y a une autrice, par exemple, qu'on aime bien toutes les 2, Lara Brayden, qui dit que en gros, le fonctionnement pour que les ovaires, ils sachent travailler, ça pourrait prendre jusqu'à 12 ans. Moi, je trouve que c'est énorme 12 ans, je sais pas, je l'ai pas constaté, mais en tout mmh, cas, il faut bien je suis d'accord avec toi, il y a le côté normal, en tout cas physiologique, que pendant quelques années, il y a une sorte de transition jusqu'à ce que les ovaires, ils apprennent à faire leur boulot, c'est-à-dire à ovuler pour rendre, la jeune fille fertile et bah, ça, c'est un combat que j'ai, au quotidien en consultation, c'est de ramener les femmes à savoir que l'ovulation, c'est hyper important, pas seulement pour faire des enfants parce qu'évidemment à 13-14 ans, c'est pas le sujet, mais l'ovulation, c'est la garante de notre équilibre hormonal parce que principalement pour une raison, on aura le temps d'y revenir, je pense, plein de fois sur ces questions d'hormones, mais c'est grâce à l'ovulation qu'on a de la progestérone et donc notre équilibre hormonal, œstrogène, progestérone, il dépend complètement de ça. Donc c'est vrai que les premières années de la puberté, bah, l'ovulation, elle se passe pas forcément super bien, elle est perturbée par plein de choses. Il faut que ça apprenne à fonctionner et donc ouais, on peut manquer de progestérone et du coup avoir des déséquilibres hormonaux qui vont favoriser effectivement les règles abondantes, douloureuses, irrégulières et peut-être aussi favoriser, l'acné. L'acné, c'est une autre problématique, c'est plutôt lié aux androgènes, donc c'est mmh, les hormones, masculinisantes, on va dire. La spécificité de la puberté, je vais un peu vite, hein, dans ces concepts, mais bon, ça parlera à ceux qui sont formés en hormonaux. La spécificité de l'adolescence, c'est qu'il y a un androgène qui ne vient pas des ovaires, qui vient des surrénales, qui s'appelle la DHEA et qui est très élevé chez les adolescents, normalement, beaucoup plus bas en vieillissant. Donc chez les jeunes malheureusement. filles, ce qui va se passer souvent, c'est qu'il y a malheureusement, ce qui va se passer souvent chez les jeunes filles adolescentes, c'est qu'elles ont une DHEA élevée avant que leurs ovaires sachent travailler et donc avant que leurs hormones féminines soient à l'équilibre, elles ont déjà une hormone entre guillemets «masculinisante», androgénique, qui peut prendre le dessus et donc favoriser un terrain comme ça, acnéique, perte des cheveux, pilosité, des fois qui peut être mal vécu. Donc effectivement, je te rejoins, c'est normal dans une certaine mesure. Après, on peut quand même faire des choses. On va accompagner, on va essayer d'aider, les ovaires à apprendre à faire leur boulot et de les mettre surtout, le corps de cette jeune fille dans un environnement, nutritionnel, micronutritionnel, émotionnel, inflammatoire et cetera, optimal pour que ça marche le mieux possible. Le problème, on va pas se mentir, c'est que très vite, on va leur proposer la pilule. Oui, Et oui. ça permet pas aux ovaires d'apprendre à travailler. Donc Non plus. nous, dans notre approche, nous déjà on n'est pas médecin, donc on donne pas la pilule, mais dans notre approche, on essaye d'amener des choses, plus fonctionnelles, plus naturelles pour, simplement accompagner l'organisme et c'est vrai que ça va pas du tout être les mêmes mécanismes et les mêmes réflexes de prise en charge chez une jeune fille adolescente que chez une femme adulte
qui présenteraient les mêmes troubles. Parce que, Ouais. là, on est face quand même normalement à un organisme qui va bien, il est juste en train d'apprendre, donc faut l'accompagner. C'est exactement ça et je pense qu'à la fin de ce podcast, on pourra donner quelques clés, déjà dans cet, environnement sain et la première clé qu'on va donner, c'est notamment cette discussion autour, ben, du déficit énergétique. Mais c'est sûr que, bah, là, en soi, qui nous et ça, c'est une autre problématique qu'on pourra aborder, c'est qu'aujourd'hui, on nous donne la pilule très tôt, ce qui fait qu'on n'apprend pas. Notre corps, il n'apprend pas à ovuler, il n'apprend pas à maîtriser cet équilibre qu'on va avoir durant notre cycle entre nos oestrogènes et notre progestérone, puisqu'en fait, on n'arrive pas, tout bonnement à aller allumer ce process et donc ça, c'est assez dommage. Maintenant pour toutes les filles, et tous les parents qui veulent aussi accompagner déjà leurs adolescentes dans ce process-là, c'est juste d'expliquer que oui, il peut y avoir des douleurs, il peut y avoir cette acné du coup par, ce process que tu as expliqué, mais aussi qu'on peut l'accompagner et rendre ça beaucoup plus supportable, voire normal et très vivable, sans pour autant prendre la pilule. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'important à savoir parce qu'en fait, rapidement, on peut aller sur cette solution, ben, parce qu'en fait, on a l'impression qu'elle est unique, alors que non. Il y a tout ce qu'on va pouvoir donner en termes de solutions après à la fin et pendant ce podcast qui fait que déjà on assagit tous ces symptômes et après on peut vivre cette période justement en maîtrisant son corps. Et dès le début de la vie de femme, en fait, on nous coupe de tous nos signaux, de tout Mmh. cet apprentissage qu'on a et ça fait que, ben, un peu plus tard, quand on vieillit, en fait, on comprend plus du tout ce qui nous arrive. Alors là, je prends le pan extrême qui est par exemple la périménopause, ben, on comprend même pas ce qui nous arrive. Si tant est que la femme déjà, elle soit plus sous contraceptif hormonal, ben, en fait, elle se dit: «Mais qu'est-ce qui se passe? Je peux faire un enfant, pas un enfant? Pourquoi j'y arrive pas? Qu'est-ce qui» ben, en fait, elle sait même pas. Tout ce que son corps devrait lui apprendre, c'est-à-dire ses signes d'ovulation, comment sont ses règles, justement, comprendre aussi la qualité de sa peau, qu'est-ce qui s'est passé à travers son cycle pour pouvoir, ben, peut-être avoir un bébé, pour pouvoir peut-être maîtriser une ménopause plus sereine. Donc ça, c'est dès l'adolescence que ça se passe et donc un des pans qui permet de couvrir l'ensemble bah, des besoins micronutritionnels de base, c'est, l'ensemble de ce qu'on peut manger dans une journée et c'est compliqué pour une ado, d'autant plus que quand on a des parents surinformés, c'est encore pire. Je dirais ça. Ouais, bah, d'ailleurs, je voulais répondre à ce que Mmh. tu dis. Je pense qu'on est toutes les 2 concernées et à mon avis, dans les gens qui nous écoutent, il y en aura aussi plein. C'est-à-dire que, aussi bien toi que moi, je pense, on a appris ces trucs de à quoi ça sert les hormones et comment on reconnaît ce qui se passe dans le corps. On avait 30 ans passés, hein, Ouais. 35 peut-être, voilà. Et donc, bah, ouais, aujourd'hui, on est dans une, je pense dans une société où les filles sont informées plus tôt et elles sont à la recherche de ça plus tôt. Moi, je le vois avec mes nièces qui sont plus jeunes, les filles de mes amis et tout. C'est super et donc si on peut participer aussi à, bah, donner cette information effectivement plus tôt et particulièrement pour des ados sportives, bah, ça a été ton cas, tu pourras témoigner beaucoup plus que moi. Mais Mmh. bah, effectivement, c'est un âge où tu rentres dans l'âge adulte, tu rentres dans la puberté. Si on te donne des outils pour, comprendre ce qui se passe au niveau de ton cycle, c'est aussi en même temps que tu es en train d'acquérir une compétence, ben, pour certaines filles, vraiment extrême en termes de sport. Ça Mmh. veut dire qu'après, quand tu es dans ton plus haut niveau, dans la vingtaine quoi, de pouvoir aussi exploiter ça, parce qu'on sait, enfin on en reparlera aussi peut-être dans d'autres épisodes, on sait que connaître son cycle, c'est aussi, potentiellement connaître, enfin savoir se servir de ses hormones pour, performer le plus quoi Mmh. et quand voilà, ce que tu disais, plus on se coupe de ça et plus on se ferme des portes. Et puis pour, ouais, sinon pour répondre sur, bah, les parents surinformés, je voudrais quand même tempérer un peu parce qu'il y a un truc qui est hyper important, c'est que il y a une enfin, ils ont raison sur 90 du truc. C'est-à-dire que, moi, je dis souvent, les filles que j'accompagne, les praticiennes que j'accompagne en hormonaux, elles sont souvent un peu, quand elles commencent, elles disent: «Bah, j'ai fait là une des formations, j'ai lu des livres, mais c'est vachement compliqué, j'ai peur de mal faire» et en fait, quand on a fait un accompagnement en hormonaux avec une patiente, une cliente, hem, 50 de ce qu'on fait concerne pas les hormones. C'est-à-dire que quand tu travailles, l'inflammation, que tu travailles le digestif, le microbiote, le déficit énergétique, par exemple, tu fais déjà de l'hormonaux. Donc Mmh. évidemment que manger des choses saines, manger des légumes, ne pas manger des produits transformés, éviter le sucre raffiné, éviter les perturbateurs endocriniens, ça, il faut absolument qu'on en parle, surtout chez les ados. Évidemment qu'elles ont raison et donc là où on va peut-être amener de dire: «Attention, cette ado, peut-être elle mange pas assez. Comment je fais pour rajouter
je mens pas, hein, 600-700 kilocalories par jour, parce que moi, je suis arrivée sur des deltas comme ça. Tu me diras Mmh. ce que tu en penses. Mmh. Bah, le but, c'est pas, manger 3 pizzas et 2 litres de coca pour rajouter 700 kilocales. Ça marche pas. Ou en tout cas, tu vas créer d'autres problèmes et particulièrement dans l'acné, hein. N'oublions pas que l'acné, ça peut être une manifestation hormonale, mais c'est aussi une manifestation inflammatoire Bien sûr. et souvent de déséquilibre intestinal. Donc plus tu vas mettre de malbouffe et plus tu vas alimenter ce problème. Donc évidemment que, le côté parents super informés, maison saine, alimentation healthy et tout, c'est super cool. Ça, c'est la base, faut pas la bouger. Après là-dessus, il faut peut-être rajouter le raisonnement autour du déficit énergétique et Mmh. c'est vrai que c'est pas forcément évident p en je vais dire les mamans encore une fois, ça concerne aussi les papas théoriquement, mais on va dire la vérité. C'est quand même surtout les mamans qui s'occupent de faire les courses, de faire la cuisine et aussi qui s'occupent, ça c'est montré dans des études, hein, la charge mentale, on va dire, de la santé familiale et alors surtout quand c'est nous, parce que déjà on s'occupe de la santé des gens qui nous payent. Alors évidemment, on s'occupe de la santé des gens dans notre famille. Mmh. C'est une charge qu'on prend et souvent, je pense que les mamans, voilà, d'ados, elles voient ça, sur le prisme de ce qui leur correspond à elles et donc Ouais. bah, moi, je vois autour de moi mes copines qui ont 40-45-50 ans, sportives, qui font attention à leur santé, bah, elles sont beaucoup en low carb, elles sont beaucoup en, ouais, pseudo-cétogène, jeûne intermittent, légumes vapeur, huile d'olive, moi la première, hein et ça me convient bien et en fait, d'ailleurs, pour tout dire, depuis qu'on prépare ce podcast, je regarde l'assiette de mes enfants et je me dis: «Mais jamais de la vie, ils mangent assez». Ouais. Mon fils, il a 13 ans, il est presque aussi grand que moi, il est fin comme un haricot. Il a une montre connectée depuis pas longtemps, je vois, il fait 10 000, 16 000, 18 000 pas par jour. C'est sûr qu'il mange pas assez avec moi. Donc Ouais. j'ai fait du pain cette semaine pour qu'il ait des glucides. Bah, ouais. C'est ça la problématique en fait. C'est là où moi je suis allée dans l'extrême, c'est que de temps en temps, en fait, il faut regarder réellement qu'est-ce qui est le plus aggravant, en fait. Et oui, c'est sûr que d'avoir, des produits qui sont, par exemple, plus blanchis, un peu plus transformés, c'est des choses qu'une personne très informée va vraiment entre guillemets «expulser», ou va avoir de manière moindre en fait dans la nutrition globale. Le problème, c'est qu'à cet âge-là et ben, au lieu d'être dans le spectre qui est, un aliment hyper complet, bah, peut-être qu'il faudra faire du coup le consensus d'être sur du, semi-complet, voire blanc, parce que du coup la personne et l'adolescent a besoin de calories et assez facilement parce qu'elle aura pas énormément d'opportunités dans la journée pour manger et c'est ça en fait qu'il faut ramener, c'est que non seulement les repas, ils sont déjà très, restreints, déjà l'ado, il va se réveiller difficilement, pour aller à l'école, donc le temps pour manger, va être réduit, peut-être même pas présent en fait au petit déj. Après midi, c'est souvent la cantine. Bon, bah, là, ils font un peu ce qu'ils veulent et il faut laisser un adolescent et c'est ça où aussi il faut vraiment laisser, je pense une opportunité en tant que maman très informée, qu'eux sont encore tant mieux connectés que nous. Parce qu'eux n'ont pas vécu toutes ces informations, ce low carb, ce keto, ce tout ça. Donc en fait, eux, ils ont juste faim. Donc il faut les laisser faire ce qu'ils veulent. Même si de temps en temps, ce sont des mauvais choix, c'est parce que du coup, ces choix sont raisonnés par autre chose ou motivés par autre chose. Et après, ils sortent de l'école et en fait, dans les milieux associatifs, souvent, ben, c'est le soir qu'on s'entraîne. Donc ça veut dire que de l'école, on jump, dans notre club, donc sur un stade, ou autre et après, on rentre très tard et où il faut manger, faire ses devoirs et après aller se coucher pour recommencer ce cycle et donc ça veut dire que déjà là, en fait, les opportunités sont très réduites. Donc si en plus, on vient dire: «Ben, mange plus de légumes», ce qui est OK, hein, en vrai, mais du coup, c'est quoi le ratio? Heu, ou mange, moins de, biscuits, je sais pas. Alors qu'en fait, c'est son seul moyen de pouvoir se prendre 200-250-300 calories. Ben, en gros, on est en train de créer un déséquilibre qui va être beaucoup plus impactant chez un ado sportif, hein, je parle bien. Donc Ouais, c'est voilà. ça, parce qu'en fait, il y a une question un peu de prisme. Parce que on disait tout à l'heure, il y a, ce qu'on entend, le discours général, c'est, les enfants sont obèses et c'est vrai, hein. Attention, hein, les statistiques sont évidentes, dans les pays, occidentaux, beaucoup plus d'obésité, les enfants sont en surpoids, ils mangent trop de sucre, ils mangent mal, ils sont trop sédentaires, ils sont trop devant les écrans. Enfin ça, c'est la généralité. Mais c'est pas ceux-là qu'on voit nous en consulte et c'est pas ceux qu'on a dans notre entourage, bah, parce que voilà, il y a un biais
de recrutement. Et puis, je pense qu'il y a aussi peut-être un prisme, générationnel parce que, bah, voilà, nous, on a 40 ans, les mamans en question, elles ont ça, 40, 45, 50. Quand nous, on était ados, l'environnement, médiatique, il était pas du tout le même. Enfin, bon, toi, tu as grandi, athlète, ce qui n'est pas du tout mon cas, donc peut-être que tu seras pas d'accord avec moi, mais moi, je me souviens, en plus, là, on voit toutes nos stars de notre adolescence, là, on a quelques soucis, avec, on les voit un peu dans les médias, donc ça me rappelle, en fait, le prisme, c'était, il fallait être maigre. C'était vraiment la maigreur qui était valorisée. Quand Mmh. je les vois, si tu vois les images aujourd'hui des filles qu'on valorisait il y a 30 ans, tu te dis aujourd'hui, moi, avec les connaissances que j'ai, je me dis: «Ah bah là, il y a pas moyen que hormonalement elles étaient bien». Quand tu regardes, comment elles étaient fitées, voilà. Et donc il y a ce truc-là où nous, on a quand même grandi dans la période où on était en train de devenir des femmes adultes, en se mettant en tête un idéal, morphologique qui est malsain et avec probablement une question de restriction calorique qui est intégrée depuis notre plus jeune âge. Mmh. Et tu rajoutes à ça ce qui nous arrive à peu près à toutes, à 35, 40 ans, c'est-à-dire ralentissement métabolique, problème de thyroïde, problème de préménopause, avec des femmes qui sont en restriction toujours plus parce que ça, c'est autre chose. Elles ont un Et un problème stress hormonal en qui fait plus. que ouais. Mmh. À tout ça. Donc encore une fois, ça met un biais, chez les mamans qui pensent que le fonctionnement calorique, ça doit être comme ça et qui se rendent pas compte de la différence. Alors dis-moi ce que tu en penses. Moi, je pense Mmh. que j'ai calculé, ouais, un delta de bien 600 calories pour, cette gamine-là et je me suis amusée à calculer avant qu'on fasse le podcast avec des petits outils. Alors ça reste des robots, hein, et ça tient pas compte, justement du fonctionnement métabolique de chacun, mais simplement avec le delta de l'âge, entre une femme, alors j'ai mis 18 ans parce qu'on peut pas mettre plus bas, entre 18 et 43 ans, à même activité physique, même poids, même taille, il me dit entre 10 et 15 de décalage, de métabolisme de base. Mmh. C'est déjà énorme, en fait, hein, quand on le ramène à un total journalier. C'est déjà quand même une bonne portion, voire la moitié, voire presque un repas, en fait, ou une grosse Voilà, collation, en fait. il faut se dire entre la maman, imaginons qu'elle a la même activité, déjà c'est peu Ça probable, Ouais, que sa fille ado. La fille ado doit quand même manger 10 à 15 de calories en plus. Sur les ouais. mêmes 24 heures que je te rejoins, on peut pas, c'est pas extensible dans une journée, combien de fois on peut manger? Et tu vu, toi, tu disais ton fils, il a 18 000 pas. Parce que nous, avec notre travail et cetera, déjà juste ça, on les a, en fait. Il faut pas sous-estimer, en fait, bah, ce qu'ils font, hein. Ils bougent, ce sont des piles, quoi, à cet âge-là, normalement. Et donc, là, tu prends une personne comparable, genre, ton toi avec, adolescent, avec la même activité et cetera. Tu en fait, dans l'activité, c'est autre, dans le métabolisme, c'est autre. On doit vraiment, ouais, je pense qu'il faut vraiment se fier encore une fois à ce que l'ado a dont a il a besoin et de temps en temps, quand ce sont les mauvais choix, il vaut mieux peut-être mieux céder plutôt que Mmh. de le laisser, entre guillemets, faire, des choix, entre guillemets, «non caloriques». C'est un peu, c'est dommage ce que je suis en train de faire parce que je parle de calories et en fait, on parle de ça et c'est pas le but, en fait, hein, de résumer toute la nutrition à des calories. On le sait, on n'aime pas ça, on veut pas accompagner les personnes dans ce spectre-là de comptage. Mais par contre, en fait, ce qu'on veut donner, c'est un référentiel, et dire que, voilà, de temps en temps, le décalage qui se fait entre nous, ce qu'on pense être bien et ce dont ils ont besoin, bah, il est énorme, en fait, ce gap. Il est vraiment, trop grand. Ouais, et je pense que, du coup, ça peut être bien de donner des solutions. Je sais que toi, tu m'en as parlé un petit peu, je te laisserai, nous expliquer. C'est toujours cette histoire de changer de regard, en fait, changer de perspective, te dire en tant que maman, bah, en fait, je fais pas ce qu'il mange là, c'est pas ce que je mangerais moi, OK, mais c'est OK pour lui ou pour elle. Exactement. Et du coup, comment on fait? Parce qu'en fait, en pratique, ça va, quoi. C'est que déjà, nous aussi, on bosse, on a des journées pleines, il faut faire Mmh. à manger, comment on fait pour, faire un truc qui convient pour que nous, ça soit pas un excès calorique pour nous, parce que nous, on n'a peut-être pas ces besoins-là, Mmh. mais eux plus. Et puis, bah, quand tu as un compagnon ou une compagne qui, je sais pas, fait 30 kilos de plus que toi, une activité physique différente, enfin, c'est compliqué en famille, en fait. Donc, Ouais. c'est impossible, on va pas cuisiner 5 repas différents. Du coup, la Non. solution, il faut qu'elle soit pratico-pratique et effectivement, pas raisonner que en termes de calories. Ça, je reviens à ce que je disais au tout début et je te l'ai déjà dit quand je suis allée à ta formation.
c'est une formation de nutrition pour les sportifs et moi, j'accompagne pas beaucoup de sportifs de haut niveau. Mais en fait, ça m'a donné un déclic pour toutes mes consultations, pas que les sportifs, de dire: «Bah, c'est bien joli d'être dans un ultra zoom de la biochimie et décortiquer tous les fonctionnements chimiques et les micronutriments et le zinc fait ça et les oméga 3 font ça» et on peut en parler un petit peu pour l'acné, par exemple. Mais aussi dézoomer et dire c'est pas un gros mot de parler de calories Mmh. parce que, c'est aussi, la réalité du fonctionnement, de l'organisme. Après peut-être que je pourrais expliquer aussi un peu pourquoi le déficit calorique ça crée ce problème, hormonal, On pourra en mais reparler. toi tu as ton système de portions et bah, du coup comment on peut, quels conseils on peut donner à une maman? Parce qu'en gros c'est les mamans qui vont nous solliciter pour Ouais. que ça soit simple, en pratique. Oui. Alors, c'est vrai que moi, j'aime bien ces systèmes de portions et en même temps, après, il faut se dire aussi, tout à l'heure, j'ai parlé des différents plannings qu'on pourrait avoir et comment est-ce que, bah, on peut satisfaire le planning d'un ado, dans cette orientation-là et avant de redonner vraiment ce système de portions, de l'adapter à la famille, je vais juste prendre mon cas parce que, ben, du coup, je le connais bien et quand j'étais ado. Le matin, je me levais, il était tard, du coup, je buvais un café et je bah, ouais, déjà, moi, ça a été très tôt, hein et j'allais à l'école. J'allais à l'école, du coup, pas de petit déjeuner. À 10:00, ben, franchement, 10 minutes de pause, est-ce qu'on en a vraiment faim? S'il y avait un croissant qui traînait quelque part, puisqu'il y avait une distribution à l'école, ben, je le mangeais et encore et après il y avait midi, donc midi, en général, j'allais manger avec mes copines, dans un kebab du coin, dans un quelque chose qui était autour, quoi. Donc voilà, c'était déjà de la débrouille. Après, le soir, 17:00, fin de l'école, ben, soit j'allais au stade directement, hein, tous les soirs, soit je passais par chez ma copine. Son père pouvait nous ramener au stade et donc on gagnait du temps et chez elle, il y avait du Nutella avec des bonnes, brioches. Et là, c'était tout mon rattrapage qui se passait, j'étais trop contente et du coup, ben, hop, brioche Nutella, je partais à l'entraînement. Dans ces cas-là, l'entraînement se passait plutôt bien, et après, ben, je rentrais et je mangeais ce que maman me faisait, en fait. Mais bah, en fait, ça laisse pas beaucoup d'opportunités déjà pour le repas familial quand on regarde ça, dans le quotidien de la personne et après ma maman, elle était pas informée donc en soi, c'était pas forcément, quelque chose de pour elle, un déclic de me dire: «Attends, prends quelque chose à manger avec toi pour que tu puisses manger à 10:00, tu t'entraînes énormément» et en fait, ça a fait plusieurs choses. Moi, j'avais de l'acné, forcément, adolescente, déjà par cet état, très stress, surrénalien et cetera donc ça, c'était sûr. Mais en plus, moi, j'ai été réglée très tard, en fait. Ce qui montre que quand on regarde, si je pouvais me regarder avec des jumelles dans le passé, bon, ben, mon déficit calorique, il était creusé, énormément et par rapport à ça, donc vers 16-17 ans, c'est pas normal, en fait, d'être réglé, entre guillemets «aussi tardivement». Donc ça, c'était mon cas. Pour moi, c'était normal et j'étais contente parce que du coup, j'étais pas embêtée avec ces questions, Mmh. de douleur ou autres que mes copines avaient. Mais en fait, ce qui était pas normal, c'est, ben, d'être dans cette situation-là, de base. Et quand j'allais après, il y a des moments où je pouvais aller au McDo, par exemple et ça, si je prenais juste un exemple, moi, je prenais 2 menus pour manger. Jamais je prenais qu'un seul menu au McDonald's. Enfin, je prenais 2 menus, 2 coca, je buvais énormément de coca, je buv et en fait, tout ça, c'est ce qui me faisait tenir. Alors je dis pas, il faut boire du coca quand on est en déficit calorique et cetera, parce que je me suis chopé tendinite sur tendinite, acné, tout ce qu'il faut pas, et c'est ce qui fait qu'après, ben, je vais précipiter déjà la fin de ma carrière, en haut niveau parce que j'ai fait les mauvais choix nutritionnels, de base. Mais ça montre qu'en fait, c'était quelque chose qui était prépondérant. Tous les besoins micronutritionnels, ils passent par les besoins macronutritionnels et avant de parler de la supplémentation, il faut que dire: «Est-ce que je satisfais les besoins de cet adolescent qui a des besoins caloriques tout au long de la journée?» Donc déjà, il faut parler de notion de timing. Il faut réussir à se lever en avance pour pouvoir faire à manger, et de pouvoir déjà manger, assez de calories dès le matin, dès le premier repas avec, un équilibre protéique et cetera, dès le début de la journée. Ça, c'est sûr et donc ça, il faut se lever avant ou sinon, il faut l'anticiper en préparant un repas, par exemple, la veille pour que, ben, on puisse le prendre pour aller, à l'école avec, même si c'est quelque chose de liquide, on va dire. D'avoir, un petit, lait. Alors je ne veux pas parler de
de protéines, d'accord? Même si, on pourrait déjà inclure des protéines, même végétales, je sais pas, hein, peu importe la solution. Mais avoir un petit shaker, avec, déjà, des légumes mixés, des fruits mixés dedans et cetera, je parle de lait d'amande, lait végétal, lait de vache, peu importe le choix de de l'adolescent, inflammatoire ou pas. Mais c'est déjà des solutions qu'on peut incorporer, sans que ce Et déjà, soit même si on veut pas mettre des protéines, on peut mettre du collagène, ça passe bien même chez des enfants. Alors, il y a pas de sûr, ouais. leucine dans le collagène, mais au Ouais. moins pour l'intestin et puis, ça fait une petite texture et puis, des graines de chia, qui gonflent Par exemple, là, après tu mixes, il y a un peu de protéines, c'est voilà, c'est mignon même à 12-13 très ans, je comprends qu'on n'a pas envie de mettre de la whey, chez des petits, mais, non. voilà, faut savoir que, collagène par exemple, c'est complètement OK, ça soigne l'intestin Mmh. et les graines de chia, c'est très bien. C'est très bien, on peut incorporer déjà dans ce petit chèque à emporter, du gras sain, du coup, on peut apporter déjà des fibres, et on peut apporter, des protéines facilement encore. Donc, il faut pas penser à chaque fois à un repas, très compliqué le matin en disant: «Il faut un repas avec des pancakes, les machins, des œufs, un brunch», quoi. Il faut juste dire, juste des œufs, en fait, ça prend pas longtemps, hein. On les met dans la poêle, ça cuit, on les met, on les mange. Pas besoin que ce soit beau, on peut les manger à la main et partir, quoi. Voilà, il faut Alors penser même très sans attention pour mon fils, je fais ça, je vous donne le tips parce que, même cuire, c'est trop long pour, effectivement qu'il se lève exactement 3 minutes avant de partir mon fils, voilà. malgré tous mes efforts. Donc je cuis les œufs, je cuis 5 œufs le week-end, œufs durs, enfin 8 minutes, 8-9 minutes comme ça, c'est pas trop cuit dedans. Ils sont cuits, ils sont au frigo et le matin, maman lui épluche le petit œuf et sincèrement, il le gobe. Mais vraiment, il le gobe genre avant d'aller dans la voiture. Voilà, mais il a mangé un œuf. Voilà, et on peut lui donner des petites tartines, il prend son pain avec et il le mange aussi dans la voiture. Bon, il va mettre des miettes, mais bon, allez, on lui fait ça. On peut se faire des petits bacs comme ça, tartines, on peut lui mettre du beurre, hein, et c'est là où du coup les mamans surinformées, elles vont commencer à dire, Mmh. «Non, mettez-lui du beurre, en fait, mettez-lui un truc qui consistant ou mettez du beurre de cacahuète, du beurre d'amande». Essayez de varier ce type de gras, aussi pour, tout l'aspect De inflammatoire qu'on pourrait l'avocat, avoir. là, c'est la De saison. l'avocat. Et puis il part avec, dans un tupperware et puis il le mange dans la voiture et puis comme ça au moins c'est déjà fait. Après le midi, ça c'est souvent hors de contrôle. Mmh. Heu, Là soit on arrive à faire du batch cooking, mais franchement, je sais pas toi dans ton cas ce que tu fais avec ton fils par exemple? Il se Oh, moi, débrouille? ils sont à la cantine, mes enfants, j'ai lâché l'affaire, hein, sur la cantine. Je pense que comme beaucoup de mamans qui vont nous écouter, quand ils sont Voilà. rentrés à la maternelle, j'ai cru que j'allais faire de l'information bénévolement et former les cantinières et voilà, j'ai lâché l'affaire. C'est une catastrophe, les cantines, plus ou moins une catastrophe selon les communes et tout, mais d'un point de vue, justement, polluant, c'est rien n'est bio, perturbateur endocrinien, les trucs en plastique dans les micro-ondes et tout. Vraiment, faut fermer les yeux sinon, voilà, on c'est trop d'inquiétude. Par contre, là où enfin, voilà, je pense que c'est pas trop mal pour mes enfants, c'est qu'ils ont acquis depuis qu'ils sont tout petits, de manger des légumes. Ils aiment tous les légumes, donc je sais qu'ils mangent à la cantine, au moins enfin, ouais, les légumes. En fait, mes enfants, ils mangent tout. Ils remarquent même pas que que c'est moins bon ou quoi, enfin, puis ils Bah sont oui, contents parce qu'à la cantine, tu as les machins gratinés, tous les trucs que des je frites. fais pas moi là. Ouais, c'est ça. Les frites, les gratins, les machins, les crozets, au fromage là, enfin des trucs que je vais jamais faire donc ils mangent ça et j'ai lâché Et l'affaire. c'est très bien et c'est OK parce qu'en fait, c'est ce qui va leur apporter des calories et en vrai, s'ils arrivent à négocier à la cantine d'avoir un surplus, c'est le moment de pouvoir se dire: «On fait un surplus creusé, on prend du pain», et ça et comme tu dis, c'est OK, c'est un genre de lâcher prise que les mamans, par exemple, comme toi, qui sont très informées, elles vont avoir en disant: «Ben, tout ça, on doit le mettre de côté». Moi, j'ai mal au Et cœur puis déjà. c'est ouais, tu la tienne, elle a pas commencé encore. Non, Et puis c'est moi, en fait, la clé pour moi où j'ai lâché prise, faut savoir que quand mes enfants étaient petits, j'étais encore avec leur père. Leur père, il était maraîcher bio. Donc c'est pour te dire le niveau d'implication qu'on avait et comment on avait mal au cœur, à 2. C'était, exponentiel. Mais le truc qui m'a fait lâcher prise, c'est de me dire: «C'est 4 jours par semaine, 30 semaines par an». En vrai, c'est rien. C'est pas non, grave s'ils mangent des trucs et puis même nous, en fait, quand on va au resto, on demande pas si la salade, elle est bio, donc ça non. va, quoi. Enfin, Bah moi, oui. c'était surtout ça mon problème, hein, c'était le côté polluant et tout ça, c'était pas le côté, calorique parce que de toute façon, je m'en fichais. Mmh. Hem
Et après, pour toi, c'est rigolo parce qu'on a le même âge et on vit pas du tout la même réalité de maman, parce que toi, tu as une petite qui est pas encore à l'école. Mais Mmh. c'est pareil, en fait, tout ce que tu fais à la maison, la dinette, les en fait, on se rend même pas compte. J'ai regardé un webinaire il y a pas longtemps, et je me suis dit: «Le mec, il a raison». Il disait: «Moi, je sais que quand ma fille va quitter la maison et qu'elle va faire les courses pour la première fois pour son appartement, elle va sûrement acheter des conneries. Elle va peut-être acheter de la bière, tout ça, je peux pas contrôler. Mais par contre, je sais qu'elle ira pas acheter, de l'huile de friture bas de gamme parce qu'elle sait même pas que ça existe, parce qu'on l'a Exactement. jamais eu chez nous». Et je me suis dit: «Mais ouais, j'ai jamais pensé comme ça». C'est pas Mmh. juste de dire: «Ah, manger des légumes parce que nous, on mange des légumes». C'est qu'il y a des choses, c'est tellement intégré dans notre quotidien voilà, de parents informés et impliqués dans la nutrition, que Mmh. pour eux, dans leur mental depuis tout petit, ça n'existe même pas. Donc en Ouais. fait, on peut se détendre sur certaines choses et bon, on va quand même, cadrer le truc enfin, là où j'insiste, c'est effectivement le côté inflammatoire, faut peut-être quand même faire attention Mmh. parce que voilà, 3 litres de coca, des produits laitiers, surtout les produits laitiers bas de gamme, hein, le gruyère râpé, les machins, voilà, c'est catastrophique comment c'est produit. Mmh. Et les perturbateurs endocriniens, j'en touche un mot maintenant. C'est un mot qui est peut-être assez un peu flou pour les gens qui écoutent. Les perturbateurs endocriniens, c'est des molécules qu'on trouve dans notre environnement. Il y en a partout, hein, pas que dans la nourriture, dans les textiles, dans les sprays, enfin voilà, dans plein de trucs Parfum, qu'on dans le respire. maquillage. Voilà, les cosmétiques, donc question, l'acné, les filles qui cachent leur acné avec du maquillage dans lequel il y a peut-être des produits polluants qui favorisent un déséquilibre hormonal. Donc voilà, c'est un peu serpent qui se mord la queue. Mmh. Mais c'est aussi dans les pesticides, dans les plastiques, les microplastiques qui migrent dans la nourriture, tout ça. Dans les Donc poils. dans les poêles anti-adhésifs, dans le air fryer, on a le droit de dire ça? Non, bon, je sais Air pas. fryer, aïe, aïe. Voilà, donc si on fait d'ailleurs des petits shakes avec du gras, on a dit que c'était bien le gras. Dans le gras, il y a 9 calories par gramme versus 4 dans les glucides et les protéines. Donc c'est sûr que le gras, c'est une super technique pour rajouter des calories à quelqu'un avec un volume restreint et aussi pas trop de yo-yo glycémique, donc pas trop de fatigue. C'est une Ouais, c'est bonne une bonne stratégie. solution. Mmh. Par contre, quand on fait des trucs gras et à transporter, on a dit tout à l'heure un petit chèque à emmener et tout ça, s'il vous plaît, pas dans du Du plastique verre. parce que le gras ou dans l'inox. Moi, j'ai choisi l'inox Ah, plutôt, inox, c'est c'est plus bien. léger et Mmh. ça casse pas parce que les gamins, ils font tomber et après on se fait engueuler par l'école parce qu'on a donné un pot en verre. Mais Mmh. voilà, les perturbateurs endocriniens, c'est des molécules qui vont rentrer dans notre système et qui vont rentrer en interaction, en compétition avec nos hormones naturelles. Toutes les hormones, pas que les hormones sexuelles, aussi les hormones thyroïdiennes, toutes les Ça les hormones, hein. mime en soi. Ça Ça peut les mimer. mime ou ça peut enfin, ça va sur les récepteurs. Ça peut donner Voilà. l'action ou l'action inverse, mais en tout cas, ça perturbe le système hormonal, d'où leur nom. Et ce Mmh. qui est particulièrement important à savoir, c'est qu'il y a 2 choses, c'est l'effet cocktail, c'est-à-dire que plusieurs molécules vont se potentialiser l'une l'autre, donc c'est pas 2 fois plus toxique, c'est peut-être 10 fois, 15 fois plus toxique quand il y en a 2. Et autant vous dire qu'il y en a partout, donc on n'est pas à l'abri. Et que la courbe de dangerosité n'est pas proportionnelle au dosage. Donc en fait, il s'agit pas on a aucune idée de ce que ça fait, en fait. Ce qu'il faut retenir, c'est ça. Donc c'est horrible, hein, quand on y pense. Il faut aussi arriver à lâcher prise. Mais il y a quand même quelques trucs sur lesquels je pense il faut pas lâcher. Pour les cosmétiques, faut passer à Yuka. Il faut quand même essayer de, Oui, hem, d'aller favoriser les sur trucs quelque pas trop chose, très dégueux. naturel, ouais. Voilà. Et puis, ce qu'on peut contrôler à la maison, effectivement, essayer de manger bio quand on peut, et pas mettre les trucs gras dans du plastique, pas réchauffer dans du plastique au micro-ondes, acheter Ouais, des casseroles en inox, des pots, des genres de tupperware là pour le frigo, plutôt en verre. Ça, c'est pas ouais. beaucoup d'efforts et ça fait quand même beaucoup et on est particulièrement vulnérable quand on est dans les périodes de transition hormonale. Mmh. Donc, la grossesse, le petit bébé, l'adolescent. Après quand on est adulte, voilà, encore une fois, nous les mamans, ça nous concerne peut-être un peu moins si on fait plus d'enfants, mais pour nos adolescents, il faut être vraiment vigilant quand même à ça. Si on veut parler d'hormonaux, en fait, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est on peut décortiquer le fonctionnement hormonal, mais des fois, il faut dézoomer un peu et dire: «Il y a des choses simples», et vivre dans un environnement moins inflammatoire, moins pollué, c'est déjà travailler sur, La l'optimisation du base. système hormonal. Ouais. C'est une grande base de la pyramide, en fait. Quand on parle vraiment du système hormonal, c'est 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 quelque chose qui nous permet de mieux maîtriser ce qu'on va faire, au-dessus. C'est une base, quoi, en fait, hein, et donc d'incorporer déjà, tout ce qui est de la nourriture anti-inflammatoire, donc déjà faire attention à tout ce qui provoque l'inflammation, c'est déjà une grande partie, qui provoque aussi ces problématiques hormonales par les perturbateurs,
endocriniens et après, ben, de pouvoir incorporer des choses qui sont plus saines. C'est un effort de connaissance, c'est après, quelque chose qu'on va rajouter, mais qui est, en plus de cette base pyramidale d'éviter, mais de se dire: «Ben, voilà, qu'est-ce Ouais. qu'on fait?» On peut rajouter des aromates, des épices, on peut après, aller sur des produits qui sont, ben, voilà, plus déjà plus riches dans des antioxydants, des bons légumes, varier les fruits, voilà. Ça, c'est des choses, qu'on peut avoir après en plus de ça, déjà en évitant et en enlevant tout ce qui est perturbant, de pouvoir incorporer des bons réflexes et ce que tu disais sur la connaissance d'un enfant et ça, c'est important dès le début, je le vois maintenant en tant que jeune maman, c'est qu'en fait, on lead par l'exemple. Un bébé, en fait, ou un petit enfant, en fait, il fait tout ce que le parent fait. Donc forcément, si on fait les mauvais choix à nous ou si on fait les bons choix, ben, on donne déjà beaucoup plus de chances à notre enfant à faire les bons choix après. Donc oui, il aura des mauvais choix parce que, ben, c'est ça, hein, c'est de l'expérience quand on est ado, et d'autant plus quand on est sportif, on aime bien partir en stage et s'amuser et donc du coup, oui, forcément, on va boire de l'alcool plus tôt. Toutes ces choses en plus que les mamans naturaux, elles vont dire: «Oh non, pas ça». Mais voilà, c'est des choses, que on va forcément rapidement abandonner parce qu'on avait un cadre exemplaire qui était le bon. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on doit nous donner, on fait tout bien. Ça veut dire que 80 des choses sont bien faites. On choisit les bonnes huiles, on varie des huiles, on mange de la viande, on mange des légumes, on mange des féculents, on mange pas de sucre transformé. C'est déjà une base, en fait. Bah, puis c'est le propre de l'adolescence, en fait. C'est vrai que quand les petits ont l'âge de ta fille qui joue à la dinette et qui te fait le café dans la dinette, elle te copie parce qu'elle a l'âge où, bah, vous êtes son ombre, donc elle fait tout comme vous et effectivement, c'est là qu'on met en place plein de bonnes habitudes pour toute la vie et puis à l'adolescence, bah, c'est le principe, en fait, c'est de venir, contrarier ses parents et de venir faire le contre-exemple, donc c'est peut-être pas mal qu'ils aient des besoins nutritionnels qui sont différents. Moi, je me suis, pas mal spécialisée aussi dans la nutrition des enfants. J'ai formé les gens, là-dedans et je pense que c'est évident pour la plupart des gens un bébé de 6 mois, 1 an, 2 ans n'a pas les mêmes besoins nutritionnels que les adultes et on va faire, la nourriture pour eux. On va leur faire les petites compotes, on va leur faire différemment. Moi, j'insiste beaucoup pour que les bébés, on leur donne beaucoup de gras parce qu'ils ont vraiment des besoins en gras et c'est Mmh. sous-évalué. Pas trop de protéines. Attention, ça c'est aussi on pourra revenir sur ce sujet peut-être, les parents naturaux qui veulent absolument faire des œufs à des enfants de 3 ans, voilà, c'est pas forcément ça au petit déjeuner. Mais par contre, à l'adolescence, bah, on a un switch dans les besoins, macro et micronutritionnels et c'est pas les mêmes que nous, donc faut réintégrer ça, en fait. C'est normal qu'ils aient pas les mêmes besoins que nous et du coup, c'est peut-être OK qu'ils soient un peu en rébellion et qu'ils aient envie de manger un paquet de gâteaux, effectivement, ou un jus de fruits, alors que nous, on dit: «Quoi? Le jus de fruits, ça fait piquer la glycémie», Ouais, et donc les solutions, ce que tu disais, c'est que le repas du soir, c'est là où on va se retrouver tous en famille c'est et ça. comment on fait pour que nutritionnellement ça convienne à tout le monde? Si on fait une quiche ou des lasagnes, c'est sûr que ça va pas marcher. Donc Oui. toi, tu as une stratégie, bah, je pense que moi j'ai adopté un peu la même spontanément, mais je te laisse, Moi, expliquer. j'essaye d'avoir, ben, déjà d'avoir les différents macros, donc une protéine, voilà, c'est laquelle, d'avoir des glucides et là, je prends vraiment glucides, féculents, fruits. Dans cette partie-là, les légumes, je les sors, vraiment Ouais. de ce macro et après, ben, le gras et donc après, c'est de se dire: «Bon, moi, peut-être que ma portion, j'ai une portion de féculents qui ressemble à ma main, voilà, c'est 2 pommes de terre, par exemple et c'est OK, ça ressemble à ce que je mange d'habitude, peut-être un quart de mon assiette. Par contre, si mon ado, il doit manger la même chose, parce qu'il mangera la même chose, on fera qu'un repas, et ben, on choisit les pommes de terre au four. Peut-être que lui, ça sera la moitié de son assiette. Et c'est très bien. Et peut-être qu'en fait, cette moitié d'assiette, elle va un peu prendre la place des légumes, qui sont, par exemple, je sais pas moi, des brocolis. Bon, allez, on va prendre des haricots verts, je sais pas, un truc je sais pas, plus séduisant, mais en tout cas, au lieu d'avoir comme moi peut-être un quart de mon assiette ou un peu plus, ben, en fait, ça sera réduit à peut-être, un tiers, un 1/8 ou autre, je sais pas, peu importe. C'est pas grave. En fait, le but, c'est que lui puisse se concentrer sur ce qui va lui apporter de l'énergie, tout en gardant dans le visuel qu'il a besoin aussi d'un légume vert, d'un légume orange, des carottes ou autre, qu'il va peut-être piocher. Et après, de l'autre côté, c'est le gras. Ben, peut-être que moi, j'aurais ajouté déjà à la cuisson un peu de gras et pour moi, j'en rajouterai pas. Peut-être que lui, il faudra lui en rajouter.
Donc, peut-être que je vais prendre une cuillère, d'huile d'olive et que je vais pouvoir en rajouter sur ses pommes de terre ou sur ses légumes dans son assiette. Et après, la viande, ben, peut-être se dire que, ben, moi, maman, préménopausée, je vais peut-être pas mettre, cuisiner au gras peut-être, ma viande, je sais pas. Quoique moi, je c'est mon truc, donc je le fais. Et du coup, peut-être que lui, ben, allez, je vais lui rajouter du beurre, pour faire sa viande rouge ou autre et puis, je lui mettrai bien dans son assiette et je ferai attention qu'elle représente une bonne portion qui ait au moins 30 grammes, par exemple, de protéines pour ce moment-là, ou 20 grammes. Parce que ça dépend en fait, hein, de les adolescents vont peut-être avoir des besoins différents, mais de 20 à 30 grammes, la taille de la paume de la main, un steak haché qui est dans son assiette. Donc en fait, voilà, je prends la même chose, mais en fait, je le répartis différemment et c'est OK. En gros, s'il a encore envie de manger des pommes de terre après ça, c'est très bien et je le laisse, en fait. Et s'il a envie d'un dessert, même si c'est un dessert plus sucré, je le fais et il aura besoin de ça. Donc, on peut aller sur un yaourt, donc un produit riche en calcium et en plus, on lui rajoute un fruit et c'est très bien et en fait, on En fait, mangera c'est la le même chose. principe de faire, le dîner en kit, quoi. Et d'ailleurs, ce qui est bien, c'est que ça donne, une stratégie, pas que pour le côté maman-ado qu'on est en train de parler aujourd'hui. Mmh. C'est pour des enfants plus petits, pour, ton mari, qui fait, 30 centimètres de plus que toi et 40 kilos de muscles de plus ou voilà, il y a des couples, moi j'en ai des femmes en consulte, la dame, elle fait 1,55 m, elle me dit: «Ah mon mari fait 1,95 m, il fait du rugby 4 fois par semaine». Bah, tu peux pas manger la même chose, en fait. Ou toi, tu vas devenir obèse, la fille, ou lui, il va aller au ras des pâquerettes, point de vue hormonal, parce que c'est ça, en fait. C'est C'est ça, ouais. on va pas tous avoir une manifestation de maigreur ou quoi, ou de prise de poids quand on est dans un déséquilibre calorique. Alors Mmh. après, par rapport à la situation, à la solution que tu donnes, je trouve que c'est la meilleure solution de dire, en gros: «J'ai fait», alors moi, ça va être souvent du riz, voilà, du riz, des légumes et du poisson ou du tofu ou je sais pas quoi, et puis vous vous servez. Et ça ramène aussi un côté un peu instinctif. Et il y a la question de la faim qui est une vraie question parce que quand, on se met à calculer, et c'est là où je voulais en venir, c'était aussi de dire: on donne cette solution de faire le dîner en kit, mais ça n'empêche pas que, peut-être qu'il y a quand même besoin de consulter et d'être suivi par quelqu'un parce que chacun a des besoins différents et que là, on dit les ados, mais entre 12 et 16-18 ans et selon les morphologies et le type de sport qu'elles font, on va quand même pas avoir les mêmes besoins, donc on peut pas répondre là, dans un enregistrement à toutes les situations. Non. Pardon, il fallait quand même que ça arrive au moins une fois, que je tousse dans le micro. Hem, mais quand on calcule, pour la jeune fille, dans le cas que j'ai expliqué au début, quand j'ai dit à sa maman les besoins que j'estimais, que j'ai calculés de différentes manières pour recroiser les infos, elle m'a dit, et après je lui ai fait un modèle, j'ai rentré ça dans ChatGPT, ça c'est mon nouveau truc, en lui disant: «Fais-moi une journée type». Justement, j'ai mis les contraintes. Elle va à la cantine, je peux pas bouger le midi, le matin elle a pas le temps, c'est exactement ce que tu as décrit en fait. Fais-moi un chèque, un truc à emporter. Et surtout, jouer sur le goûter le soir Mmh. et avec des grammages, et j'ai donné ça à la maman, j'ai dit: «Qu'est-ce que tu en penses?» Elle m'a dit: «Elle mangera jamais tout ça, elle n'aura pas assez faim». Donc la question, c'est comment on deal avec la faim, en fait? Enfin, la faim ou l'absence de faim. Quand Ouais. on a déterminé qu'il faut remonter les calories à une personne pour relancer son système hormonal et Mmh. qu'elle te dit: «J'aurais pas assez faim», toi tu réponds quoi? En fait, je trouve ça assez normal, parce que, ben, la journée, elle passe trop vite et en fait, moi, je me souviens, j'avais jamais faim non plus et du coup, tu vois, de m'entraîner sans avoir mangé, par exemple, c'est pas quelque chose qui me dérangeait, parce que de toute façon, j'avais pas le temps donc et j'avais pas forcément ce besoin. Par contre, il y a des moments sur lesquels j'avais très faim et en fait, il faut laisser cette ouverture en disant que ce moment-là, c'est le moment où déjà quand tu es plus relâché, tu es en week-end, tu as pas d'entraînement, en fait, tu as l'ouverture et tu as la faim qui vient du coup, beaucoup plus facilement en fait. Toutes ces hormones de stress, elles sont un peu, écartées, elles laissent beaucoup plus de place aux hormones qui permettent de pouvoir stimuler cette faim et ça, c'est Mmh, bien. Après, il faut se dire aussi que plus la petite, elle aura moins de masse, graisseuse ou autre, bah, moins en fait, elle aura faim aussi. Donc ouais. du ça, c'est un principe hormonal, aussi très simple et donc c'est par là en fait, dont qui vient signaler en fait cette faim. Donc là aussi, ça peut être quelque chose qui peut rentrer en compte et qui vient perturber ces signaux. Donc non seulement il y a ce manque de temps, ce stress qu'on va imposer au corps parce que forcément on va s'entraîner, il y a l'école et tout, c'est un moment très stressant en fait dans une vie. Et après, il y a l'entraînement
qui en général est en haute intensité parce qu'en fait, on est ado, on carbure de fou, quoi. C'est le moment où on donne le plus. Donc en fait, il faut déjà saisir toutes les opportunités. De temps en temps, déjà l'opportunité de 5 heures, par exemple, l'en-cas, faut pas le louper parce que c'est le moment où la fenêtre où l'ado aura peut-être plus faim et c'est le moment en péri-entraînement. Donc c'est déjà, je conseillerais là-dedans en disant, même si tu as pas très faim, c'est le moment important que tu as pour pouvoir aller sur ta collation. Et en vrai, une fois que l'école est passée, on a plus faim déjà. Et donc, le seul truc qui nous stresse, c'est de retourner vite à l'entraînement. Donc, il faut profiter d'une bonne fenêtre et encore trouver quelque chose de très pratique. Et le week-end, il faut laisser aller sur du surcalorique pour équilibrer la balance de la semaine, le moment où on est le plus relâché, même si de temps en temps, ça va via des mauvais choix. Tant que dans la semaine, 80% des bons choix sont faits, s'il y a les 20% autres qui seront faits à destination d'éléments très caloriques, peut-être un peu différents en termes de sucre ou autre, il faut laisser parce que c'est le moment où il va faire la réserve, hein. Et plus en fait elle aura, on va dire, effacé ces signaux qui sont de stress, ces signaux où elle aura un peu plus de masse graisseuse, par exemple. En fait, déjà, tout ça, ça va permettre de créer un cercle vertueux et la petite, elle pourra manger un petit peu plus ou le petit parce que dans ce cas-là, c'est aussi dans la même veine. Mais ouais, je pense qu'il faut pas voir l'équilibre sur la journée, il faut voir un équilibre sur une semaine, Mmh. et de se dire: «Qu'est-ce qu'on arrive à en faire?» Oui, parce que de toute façon, on s'entraîne pas, on n'a pas la même charge d'entraînement forcément non plus tous les jours. Mmh. La question du stress, c'est une super question, mais on fera un autre podcast ou 10 autres sur le stress parce que là, c'est une méga question. Mmh. En tout cas, ça m'amène aussi à raisonner sur, un dernier élément, je pense, qui est important. C'est effectivement, moi, je me souviens de ça, pourtant mon adolescence, c'était il y a longtemps, du changement corporel, quand tu commences à prendre du gras aux cuisses, aux fesses, à la poitrine, alors qu'avant ça, tu étais, une petite grignette, sans forme. C'est normal, en fait, c'est l'adolescence, c'est la puberté, il y a un changement corporel qui fait prendre ta morphologie d'adulte, mais pour les garçons, je sais pas, mais moi, je me souviens comment je l'ai vécu et je l'ai pas bien vécu, quoi. Je trouvais, enfin, c'est bizarre, tu changes, ta répartition, elle change, donc le fait de prendre de la masse grasse, c'est pas forcément bien vécu. Or, tu as raison, c'est hyper important sur le côté hormonal et c'est Mmh. guidé par les hormones. Si on commence à stocker, au niveau des fesses, des hanches, des seins, c'est parce qu'on a un système hormonal qui démarre Mmh. et enfin, voilà, on peut pas lutter de toute façon, c'est la nature, c'est comme ça et on en a besoin pour être en bonne santé. Mmh. Donc, attention aussi dans le sujet qu'on est en train d'aborder là, on le prend aussi, enfin de manière sérieuse, et scientifique, mais un peu aussi à la légère en mode, c'est juste des ajustements à faire et de la prise de conscience. Ça, c'est une chose. Après, il faut pas négliger qu'il y a quand même aussi une petite fraction de ces ados-là qui sont vraiment dans les TCA, que ça soit Et oui, lié à l'image ça vient corporelle justement, à la question des du réseaux contrôle. sociaux. Ouais, et puis chez les sportives, il y a des sports à catégorie de poids, il y a des sports où il faut être une certaine morphologie, la gym, patinage artistique, tout ça, Mmh. c'est particulier. Donc attention aussi à avoir un abord intelligent de ça, que ça soit nous en tant que praticiennes, ou les mamans, les parents, Mmh. tous les autres, des adultes qui gravitent autour de ces ados-là, les entraîneurs et tout aussi. Attention à notre discours quand on parle de calories, de pas assez, trop d'hormones, de répartition de masse grasse et tout ça. Oui. Qu'est-ce qu'il y a en face, en fait? Quelle peut être la souffrance qu'il peut y avoir par rapport à l'image du corps, à la sexualisation? Bon, voilà, je vais même pas parler d'autres sujets qui peuvent être traumatiques, mais c'est un vrai sujet quand même. Il faut pas se faire leurrer quand on parle de ces trucs-là. Mmh. Et donc ça m'amène à aller sur, l'explication que je voulais apporter. Hem, Chez les anorexiques, c'est connu. En fait, je pense que tous les thérapeutes, on connaît ça. Les anorexiques, passent en aménorrhée à cause de l'anorexie. Mmh. Voilà, on sait ça. En fait, le mécanisme, c'est exactement le même chez des enfants ou enfin, chez des femmes, chez des organismes, dans l'absolu, pas que les femmes, qui sont en sous-alimentation. Pas forcément avec des TCA, pas forcément avec de l'anorexie, juste le déficit énergétique, le déficit calorique et le déficit calorique, ça veut dire: «Je n'ai pas assez d'entrées caloriques par rapport à mes sorties». Il y a des gens qui font des grosses assiettes, mais en fait, ils font tellement de sport, ils ont un métabolisme tellement élevé que c'est quand même pas assez. Et ça mime, en fait, un phénomène, qui est le seul phénomène que notre corps connaît, c'est la famine. Mmh. Parce que notre organisme, nos gènes, ils ont pratiquement pas évolué depuis, 20 000 ans. C'est juste notre civilisation qui a évolué, notre système de fonctionnement. D'où aussi on pourra reparler du stress parce que clairement ces mécanismes-là aussi répondent aux mêmes, impératifs, de chasseurs-cueilleurs, ancestraux alors que notre vie n'est plus du tout la même. Ouais. Mais en tout cas, la question de la restriction calorique, ça mime la famine.
Or, c'est assez simple à comprendre, hein, en fait. Si ton organisme, il pense que tu n'as pas assez à manger, ça veut dire qu'il y a pas assez de ressources dehors, que potentiellement, il y a un événement climatique ou une famine qui va, attaquer, ta tribu et donc ben, c'est pas le moment, en fait, de faire, des performances et c'est pas le moment de se reproduire, c'est surtout ça. Donc en tant que mammifère, hein, c'est vraiment, ras des pâquerettes ce que je raconte, mais c'est quand même comme ça que ça marche. En tant que femelle mammifère qui est censée se reproduire, notre système, ovarien, notre ovulation tous les mois, elle répond à cette nécessité-là de l'espèce. Si ton corps estime qu'il y a pas assez de ressources dans l'environnement pour satisfaire ça, il va mettre ce système en repos, ou en retrait. C'est ce qui t'est arrivé, c'est pour ça que tu dis que c'est pas normal d'avoir des règles aussi tardives. Pour moi, ça reste encore dans la frange de ce qui est normal, mais on observe parfois des jeunes filles qui sont réglées à 12-13 ans, puis plus du tout, enfin qui ont une aménorrhée, pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Il y a des jeunes filles qui ont une puberté encore plus tardive. Il y a des femmes qui passent en aménorrhée après avoir eu plusieurs années des règles régulières à cause de ce problème-là. J'en Donc connais c'est ce qu'on appelle énormément moi, hein. Pour le bah, coup, dans le j'en sport, on en voit bien sûr. C'est ce qu'on appelle l'inhibition. Donc pour ceux qui sont pas, professionnels, ce terme-là, il peut paraître, peut-être un peu scientifique, mais c'est pas si compliqué à comprendre. Ce système d'inhibition centrale, c'est juste de dire: le système nerveux a déclaré que l'environnement n'était pas propice à la reproduction. Donc soit, en fait, il y a 2 causes à ça, la famine et la guerre. Donc autrement dit, aujourd'hui, déficit calorique et stress. Et donc c'est 2 mécanismes hyper puissants qui vont inhiber les hormones, mais par le cerveau. Parce que mmh. c'est le cerveau qui contrôle le fonctionnement ovarien, c'est l'hypophyse, c'est une zone du cerveau qui contrôle tous nos systèmes hormonaux, aussi bien la thyroïde, les surrénales et les ovaires ou les testicules chez les garçons. Et donc ça va inhiber la fertilité. Donc parfois, on retrouve ce problème-là pour des femmes qui viennent nous consulter ou des couples qui viennent nous consulter pour des problèmes de fertilité. Mais c'est exactement ce qui va être à l'origine de ce dont on parle depuis le début, c'est-à-dire dysfonctionnements hormonaux par dysfonctionnement ovarien parce que le cerveau a bloqué. Et donc pourquoi on vous embête avec ces histoires de calories et de pas être en déficit? C'est pour juste, bah, rallumer la machine centrale, rassurer le système nerveux et lui dire: «Ça va, il y a tout ce qu'il faut, tu peux lancer le truc et faire fonctionner l'organisme au mieux, quoi». Et ce qui est dangereux et moi je le vois aujourd'hui dans les personnes que j'accompagne et les personnes qui justement ont suivi des diètes et cetera. Donc là encore, je mets vraiment comme toi, je renforce là-dessus. Si, même une adolescente veut rentrer dans le contrôle du poids parce qu'elle doit faire un concours ou autre, vraiment soyez attentifs. Moi j'ai plein de mamans, de parents qui viennent me voir en disant et en vrai je m'en occupe pas parce que c'est tellement touchy, parce qu'il faut, il faut raisonner d'une manière assez délicate pour ne pas intégrer des TCA à ce moment délicat de la vie où la transition, psychologique, ou autre en fait, en fait, on se déclare en tant qu'adulte, on est en train de se façonner. Donc en fait, c'est le moment où c'est pas le moment de créer de mauvaises habitudes et c'est Mmh. en général, dans cette période-là où on n'est pas bien avec notre corps qu'on va aller dans ces notions-là et donc il faut vraiment des professionnels qui sont super, formés à ça. Si vous voyez que c'est une personne qui est sensible, un adolescent dans l'hyper-contrôle ou vraiment dans le mal-être, il faut des diététiciens qui sont spécialisés dans les TCA, par exemple. Si à un moment donné, il y a ces dérives qui se créent, il faut les identifier, il faut en discuter, et surtout ne pas leur donner des notions de calories. De les Mmh. faire manger et de manière le plus naturelle et connectée à leur instinct, sans faire de lien avec leur corps. Tu as vu, tu as un petit peu, tu as pris un peu de poids là, viens mange-moi ce soir. Surtout jamais ces discours avec les adolescents ou autres, c'est très culpabilisant. Ils sont déjà assez coupables de leur corps à ce moment-là, la manière dont ils évoluent et après, moi je vois qu'on a ce biais-là énormément sans pour autant être parent et faire entre guillemets «des erreurs». C'est par exemple, les réseaux sociaux. Moi j'ai reçu quelqu'un, récemment qui a après, le confinement, a déclaré une anorexie très, très, très grave, à cause des réseaux sociaux. Donc en voyant aujourd'hui ces images de filles qui peuvent être très sèches, très dessinées, il y en a plein, elles font de la chirurgie, même des fesses, d'accord? Donc il ne faut pas se laisser leurrer par tout ça, et surtout, attention à ce qu'elles regardent et là où elles veulent aller. Si c'est sain, malsain et comment elles évoluent avec leur relation à la nutrition et à leur image. Après aussi, ce qui est dangereux, moi, je vois avec ces sportives et donc par exemple ces personnes-là, c'est que quand elles se mettent dans une notion de stop, hypophysaire et cetera, donc inhibition centrale, le problème, c'est que leur corps fonctionne. Alors oui, tout le système hormonal, il shut down,
Mais le problème, c'est qu'en fait, elles continuent d'aller à l'entraînement et ça fonctionne moins bien. Mais elles comprennent pas, en fait. Pour elles, c'est juste elles qui font pas bien les choses ou ils ne font pas bien les choses. Alors que non. En fait, le corps, il est super résilient. Donc, en fait, il va pouvoir compenser par plein de mécanismes. Quand à un moment donné, il va commencer à ralentir le système thyroïdien, il arrivera à avoir des mécanismes qui feront encore traîner ça, oui, ralentir le métabolisme, mais le traîner en long jusqu'à ce moment où vraiment ça devienne catastrophique. Oui, du coup, la reproduction, ça, c'est facile, c'est arrêté. Mais après, tout ce qui est aussi densité osseuse, Mmh. c'est catastrophique ce qu'on voit chez les filles qui sont en aménorrhée, en RED-S, en déficience énergétique. Eh ben, elles peuvent avoir beaucoup plus de fractures de fatigue. Une femme ou une adolescente ou autres qui ont des fractures de fatigue, et moi, je les voyais dans mon club, les filles qui s'entraînaient avec moi, il y en avait plein. C'est un signe, en fait, et il faut le prendre au sérieux. C'est qu'en fait, on ne mange pas assez. Donc, il y a tellement de choses et le corps sait naviguer à travers ça. Mais ça ne veut pas dire que ça va bien. D'accord? Donc, voilà, c'est juste la petite notion-là. Tellement de gens arrivent à naviguer avec un RAID-S pendant des années alors que c'est pas normal en tant que sportive de se dire juste: «Ah, je soulève moins lourd. Ah oui, je suis fatiguée». Non, c'est dangereux. En fait, ton corps va mal. Il est juste en train de t'économiser, mais il fait le job. Il te tient en vie quand même. Bah, la fatigue, c'est compliqué à évaluer, hein. Moi, je le vois dans mes consultes, il y a plein de femmes, moi, je travaille beaucoup sur les problèmes thyroïdiens et c'est vrai que le symptôme number one, c'est la fatigue, mais quand tu demandes aux gens: «Est-ce que vous êtes fatigués?» Ils l'ont tellement intégré, ça veut dire quoi être fatigué? À part de tomber dans les pommes mais bon, et il y a des gens qui vont dire: «Oui, je suis tout le temps fatigué», et enfin, pour le même niveau, les gens ont pas la même lecture, donc je pense Ouais, que ce qu'il faut dire pour résumer, l'échange d'aujourd'hui, c'est que nous, oui, on voulait vraiment aborder ce sujet pour, mettre la lumière sur un truc qui n'est pas toujours connu, même par des gens qui sont très informés. Mais effectivement, après, c'est comme tout, prendre un peu de recul par rapport à ça, se laisser imprégner par l'information, peut-être, déplacer un peu son curseur, mais sans rentrer dans l'hyper-contrôle, juste, en fait, avoir un œil un peu différent sur les situations pour pas se effectivement, duper par, l'absence de symptômes ou, l'absence de plaintes, et nos croyances, et puis, voilà, essayer de faire un truc intelligent et puis ne pas hésiter à se faire accompagner, par des praticiens, même quand on est praticien soi-même. C'est ce que, cette maman avait fait avec moi, et puis, il y a pas toujours qu'une seule personne qui est, comment dire? Qualifiée pour accompagner, hein. Nous, on travaille déjà ensemble avec, certaines personnes parce qu'on n'a pas les mêmes compétences, et on a des collègues aussi, qui peuvent avoir une approche différente justement sur les histoires de TCA et tout ça, que moi j'en vois beaucoup chez une de nos collègues. Je sais que toi aussi. oui. Donc ça fonctionnement en réseau aussi, et déléguer à des gens qui peuvent avoir un regard extérieur et apporter des solutions, pratiques et adaptées et individualisées surtout. Et voilà. C'est du coup, la clôture de cet, échange-là et sur ces belles paroles, hein, je pense que pas beaucoup de choses à rajouter, mais en tout cas, n'hésitez pas à nous poser des questions, de mettre des commentaires, sous, les questions sous, ces vidéos et de pouvoir, ben, justement voilà, aller l'orienter sur des sujets qui vous intéressent, que ce soit en hormono sportive et de comprendre un peu comment naviguer à travers tout ça. Je sais que, ben, nous, on est passionnés par, ben, l'évolution de la femme au cours de l'âge et de son système hormonal, donc n'hésitez pas non plus et de toute manière, on reviendra sur diverses problématiques comme ça dans un prochain podcast avec Elsa. Voilà, on vous Avec laisse. plaisir. Ça fait 1 heure quand même. Merci. Tu as un chat Bah oui, mais derrière toi on peut faire qui ça toute la journée, mais bon, on va continuer à faire d'autres choses de notre vie quand même. on va essayer et tu vois, je vois l'ombre de ton chat là, il est prêt, on dirait un Ah ouais, sang. c'est stylé, hein. Je l'ai Ouais, c'est fermé pas parce que mal. sinon elle miaule pour rentrer, et je voulais pas que ça gâche notre audio, tu vois? Ouais, c'est cool. Bon, bah, merci beaucoup Elsa et puis on se tient, informés pour le reste. Posez-nous les questions et à très vite. À bientôt Myriam.